Bonjour à tous. Le Covid a changé le monde, la guerre en Ukraine aussi, mais ce nouveau monde ressemble terriblement à l'ancien, celui d'avant la chute du mur, quand il y avait des kremlinologues qui scrutaient Moscou et tentaient de s'y retrouver dans les arcanes obscures de la tyrannie. Depuis 9 mois maintenant, on tente de comprendre où va Vladimir Poutine, qui le conseille, qui commande cette armée qui est à la peine, qui va payer pour la déroute de Kherson ou de Kharkiv, quelles seront les conséquences de la guerre et qu'en pense in fine le peuple russe, qu'est-ce qu'il en sait. Il y a toutes sortes de livres qui paraissent sur le sujet, plus ou moins savants. Il y en a même d'excellents, d'intelligents, il y en a de remarquables comme celui-là, qui aide à se faire une opinion. Et puis de temps en temps, dans le lot, il y a un érudit qui cite Winston Churchill. La Russie est un rébus enveloppé de mystères au sein d'une énigme. Et en général, cette citation clôt la discussion. Heureusement, il y a Christian Maigrelis, qui connaît bien Moscou, qui a vécu, qui a été aux premières loges pour voir le Kremlin fonctionner, et qui nous dit que le rébus, le mystère, l'énigme, eh bien c'était juste le brouillard de l'alcool, c'était l'ivresse, c'est juste que Staline faisait boire l'ancien Premier ministre britannique en lui versant de la vodka à flot et que l'autre regagnait son hôtel ou son ambassade tellement imbibé qu'il ne savait plus quoi penser. C'est comme ça, semble-t-il, que les soviétiques ont mis la main sur la moitié de l'Europe. C'était de l'argent bien investi. Bonjour Christian Maigrelis, bienvenue sur le plateau parisien de Télé Sud. Et merci de parler comme vous écrivez, c'est-à-dire dru, cru, sans trop de concessions, sans scier. Vous croyez qu'aujourd'hui encore on boit beaucoup et à bon escient à Moscou ? Oh oui, oui, c'est culturel. Il ne voit pas pourquoi on ne boirait pas à Moscou. Et vous croyez qu'on utilise toujours les vieux ressorts Ah ben, du chantage sexuel, de ça a marché avec l'alcool, des toasts? Ça a marché avec Sarkozy. Hein. Ça a marché avec Sarkozy. Vous croyez vraiment que le président Sarkozy était légèrement enivré au premier G7 auquel il participait? Absolument. C'est ça? Mais en plus de ça, il s'est passé un incident dramatique pendant la réunion. Je ne sais pas si vous avez vu les flashs qui ont été tournés par les Russes pendant cette réunion. C'était quelque chose. On parle du G7 qui s'est tenu en 2007 au nord de l'Allemagne, le premier auquel participait le président français de l'époque. Donc les Russes ont, au bout de quelques temps, laissé filtrer des images de la réunion où on voyait les deux protagonistes l'un en face de l'autre. Et ça s'est passé de la manière suivante. Quand Sarko est arrivé, il a dit bonjour à Poutine, il s'est assis et il lui a dit « Monsieur le Président, j'ai quatre questions à vous poser. » L'autre a dit ben, « Posez-les. Pourquoi est-ce que vous avez envahi la Géorgie? Quand est-ce que vous allez libérer la Tchétchénie ?» Et puis deux autres questions du même genre. À ce moment-là, Poutine est devenu rouge de colère. Et il lui dit, en russe, en le tutoyant en russe, ça a été traduit. « Tu sais, Nicolas, je vais te dire un truc. La Russie, elle est comme ça. La France, elle est comme ça. Alors, si tu continues sur ce ton, moi, j'absorbe la France. Par contre, si tu changes de ton, je fais de toi le roi du monde. » Et Sarko a été tellement éberlué par cette réponse, par la force de cette réponse, qu'il en a perdu l'équilibre, il a bu un coup, et puis il est parti en racontant des bêtises. Mais c'est comme ça qu'il avait la réputation de ne jamais boire. Dans la relation franco-russe de l'époque, ce qui est à relever, c'est qu'il a servi de médiateur dans le conflit au moment où la Russie a envahi la Géorgie et que les blindés russes étaient à quelques dizaines de kilomètres de Tbilissi. Il a réussi, il a aidé en tout cas à la conclusion d'un accord qui a permis aux Russes de mettre la main sur deux parties de la Géorgie, mais qui les a retenus d'envahir la capitale et de balayer le président de l'époque, le président géorgien de l'époque, monsieur le président Saakashvili.
Vous continuez à suivre de près ce qui se passe en Russie. Vous avez passé une partie de votre vie là-bas. Il faut vous présenter, il faut dire qui vous êtes. Il faut vous expliquer que vous avez été, que vous êtes chef d'entreprise, que vous avez écrit plusieurs essais, que vous avez été en Russie à partir de 1989. Alors parmi les essais, il y en a un qui s'appelle Danger protectionnisme. Ça, c'est un livre qui date un peu. On n'écrirait plus ça aujourd'hui. L'autre qui s'appelle Au tournant du siècle. Ce sont des poèmes. Ça aussi, c'est déconcertant. Et enfin, il y a un lexique de l'espérance. D'ailleurs, dans votre ouvrage, vous parlez beaucoup de l'orthodoxie et de... C'est davantage que l'empreinte de la religion chrétienne sur ce pays. C'est vraiment constitutif de son identité. Vous êtes chrétien vous-même? Oui, oui, je suis chrétien, oui. Mais je ne suis pas orthodoxe, je suis protestant. Vous êtes protestant. Bon, et les protestants se sentent bien en Russie? Plus ou moins, ça Moins dépend mal que des les moments. catholiques? Ça dépend des moments. Il y a des moments où ça se passe bien. J'ai été président de l'Alliance biblique française, j'étais vice-président de l'Alliance biblique universelle, et il y a une Alliance biblique à Moscou. Ah, Et son rôle, c'est d'éditer la Bible en russe. ah, l'histoire de la Bible en russe, c'est toute Voilà. c'est toute une Alors, aventure. on a pris comme président un prêtre orthodoxe, un archiprêtre orthodoxe, mais le secrétaire général et le personnel est baptiste. Alors, c'est formidable. Votre ouvrage, bon, on y va directement, hein, on rentre dedans. Mais il est formidable parce que ce sont beaucoup de choses vues. Vous racontez en fait le voyage de Candide au sommet du pouvoir en Russie. Alors notamment, il y a effectivement toute une partie qui s'appelle Dans la chapelle du paquebot. Et vous racontez comment cette église a ressuscité après donc la longue nuit soviétique et comment il a fallu tout reprendre, mais comment elle a refleuri très vite d'ailleurs, hein, avec des séminaires qui étaient pleins et des cathédrales qu'on a reconstruites, etc., l'église Saint-Sauveur. Et vous racontez même ce truc extraordinaire, c'est quand Staline, pendant la Grande Guerre patriotique, essaie de mobiliser les Russes, il s'adresse à eux, lui le persécuteur, en disant « frères et sœurs ». Donc vraiment, sous l'Union soviétique, il y a la Russie éternelle. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, sous la Russie, il y a l'Union soviétique? Oui, si j'avais un livre à écrire aujourd'hui, ce serait le naufrage, ça ne serait plus le naufrage de l'Union soviétique, ça serait la résurrection de l'Union soviétique. Oui. Le système aujourd'hui ressemble terriblement à celui de l'Union soviétique, avec un bémol tout de même, c'est qu'il n'y a plus de parti. Donc, Alors c'est un bémol considérable, parce qu'avant, le président avait comme ça, autour de lui, un bureau politique qui était comme une sorte de contre-pouvoir, ou d'assemblée, un conseil auquel il devait rendre des comptes. C'est ce qui se passe en Chine, autour de Xi. Hein. Oui, sauf qu'il l'a purgé à tel Sauf point qu'il les a purgés personne. l'autre jour et qu'il a fait mettre l'ancien président en prison en public. Oui. Mais ça fonctionnait. Regardez l'exemple de l'affaire Khrouchtchev des fusées. Khrouchtchev a capitulé devant les Américains. Il s'était mis dans une mauvaise passe avec les fusées pour Cuba. Et bien 2 ans après, il a été démissionné par le bureau politique. Oui. Alors, on pourrait d'ailleurs faire une histoire de la Russie à travers les fusées, les avions, l'aéronautique, parce que l'explosion d'une fusée qui était Ah bah oui, à clos la course à la Lune. La Oui. course à la Lune s'est terminée C'est terminé en feu d'artifice, oui. Oui. Mais du côté russe, pas Donc du elle a côté explosé américain. au décollage, elle a décapité. Elle n'a pas explosé au décollage, c'est le premier étage qui a explosé. Ah, c'est vrai. Parce qu'ils n'étaient pas en train de tirer la fusée, ils étaient en train de faire l'expérimentation du premier étage. Donc il était fixe, il ne devait pas s'envoler, mais il fallait qu'il marche et qu'il donne la puissance requise. Et il a explosé. Ouais. Et alors, il a balayé le malheureux général qui était là, que le patron Kremlin de l'entreprise. emmerdait sans arrêt en disant « Mais dépêche-toi, les Américains, ils vont partir. Grouille-toi, fais-la fonctionner, cette fusée. » Et le type a dit « Oh, j'en ai marre, vous me cassez les pieds. Moi, je vais aller sur le pas de tir et j'y reste jusqu'à ce que la fusée parte. » Admirable. C'était beau, hein. On dirait le soldat. Oui, Eh ben, on dirait ça s'est Stakhanov. terminé en C'est soldat digne de inconnu. Stakhanov comme sacrifice. Ça oui. s'est terminé en soldat inconnu, puisque plus personne n'a retenu le nom de ce général.
Oui, il a mais tué qu'il a des avec en même lui. temps, il a des transformés en chaleur et lumière. Ouais, et j'imagine, par il a l'explosion. tué 200 ou 300 personnes en même temps. Et Parce fin de que- l'aventure spatiale, et ça a été la fin de l'aventure lunaire. l'aventure lunaire. L'aventure Mais lunaire. vous racontez un peu le même genre d'affaire avec le Tupolev qui ressemblait comme un Une frère aile jumeau volante. Ah oui, Concorde. avec le Concorde-Ski. Parce qu'ils l'ont. Ah ben ils avaient volé les Il a plans. fallu l'exhiber si vite, le terminer en catastrophe pour pouvoir le montrer au Salon du Bourget, à tel point qu'en fait il n'était pas. euh, On a eu 2 Concorde qui ont explosé au-dessus du Bourget, le Concorde-Ski et puis le dernier Concorde. Vous êtes polytechnicien de formation. Euh, la précision la qualité des mathématiques russes, des mathématiciens C'est russes. extraordinaire. C'est toujours vrai, ça. C'est Vraiment. extraordinaire. Ce sont des gens... Enfin, des gens. Ça, le mathématicien, c'est une personne sur 1 million. C'est très... C'est très réduit, le nombre de... Mais les gens qui sont forts, les Russes qui sont forts, sont vraiment très forts. Ils ont un don pour l'abstraction. Regardez. Mais attendez, quand je dis les Russes, il faut faire une nuance. Les Juifs russes. Parce que tous ces grands mathématiciens russes, pour la plupart, sont juifs. Mais c'est aussi pour ça que je vous posais la question. Il y en a encore en Russie, Il y en a. de grands mathématiciens. Ah oui, il Ils y n'ont en pas a. tous filé à Haïfa. Ils filent aussi ici, là, à Bure-sur-Yvette. Hein. Ouais. Si on a de temps en temps des médailles Field, c'est un peu grâce à eux. De parler d'un temps ancien que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Aujourd'hui, quand en classe de 6e, on sait lire, écrire et compter, c'est déjà beaucoup. Dites-moi, vous expliquez que, parce que cette affaire du pas de tir est emblématique de gens qui se sacrifient, qui servent de chair à canon, et on a l'impression depuis le mois de février que la machine russe, la machine de guerre, ne sait faire que ça, c'est-à-dire envoyer au casse-pipe des gens qui se laissent en réalité tondre sans broncher. Mais que la machine est incapable, Vous savez, finalement, de... l'affaire de l'Ukraine est complètement anormale, elle est complètement absurde dans la vision russe des choses. Parce que l'Ukraine n'existe pas. Parce que l'Ukraine n'existe pas. Donc il c'est y une a- opération de police intérieure. Non, mais je veux dire, l'Ukraine a toujours existé, mais elle existait dans l'esprit des gens. C'est comme les Auvergnats. Moi, je suis Auvergnat par ma mère. Bon, ben l'Auvergne, elle existe. Mais en réalité, elle existe et elle n'existe pas. Elle existe dans mon esprit. Je me sens Auvergnat, mais il n'y a pas d'Auvergne. C'est la France. Vous comprenez? C'est un petit peu ça, là. Et moi, quand j'ai connu l'Ukraine à l'époque du président Kouchma, qui a été le premier président après l'indépendance, qui était enfin l'ancien secrétaire général du parti, qui est devenu président C'est ça. au moment de C'est-à-dire que les l'indépendance. frontières artificielles de l'Union C'était soviétique sont c'était devenues des complètement frontières réelles. artificiel. Oui. Mais je vous dirais la même chose du Kazakhstan. Je vous dirais la même chose de la Bélarousse. La Bélarousse, moi, quand j'ai vu qu'on faisait un État avec la Bélarousse, j'ai dit, mais qu'est-ce qui leur prend? Pourquoi est-ce que c'est pas la Russie? Donc pour vous, l'Ukraine, c'est la Russie. À l'époque, oui. Ah oui, absolument. Donc vous comprenez, vous comprenez attendez que dans la voir. mentalité... Et pour les Ukrainiens, la Russie, c'était l'Ukraine. C'était complètement... c'était deux provinces d'un même empire. Oui, mais sauf que pour les Ukrainiens, ils n'étaient Non. une partie des Ukrainiens au moins, ils n'étaient pas russes. Non, non. Les Ukrainiens de l'Ouest ne se sentaient pas trop non, il y russes. avait les Ukrainiens de l'Ouest qui étaient polonais. Voilà. Ils étaient polonais. C'est Voilà, autre on dit chose. qu'ils se sentent européens, surtout. Non, ils se sentaient polonais, ils sont catholiques, et ils se sentent les Lviv. Lviv, c'est polonais et juif. C'est-à-dire que la population de Lviv, à l'époque de l'Empire austro-hongrois, c'était 50% de juifs, 50% de polonais. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on appelait les Ruthéniens. Et ensuite, ils ont été intégrés, après Yalta, ils ont été intégrés à la Russie. Après Yalta, bon. Et à ce moment-là, on les a donnés à l'Ukraine, qui était la République socialiste d'Ukraine. Je vous rappelle que la République socialiste d'Ukraine avait un siège à l'ONU.
hein, et que l'URSS, Ça en donnait une réalité, voix de avait plus. 3 sièges à l'ONU. Elle avait la Russie, la Bélarus et l'Ukraine. Oui, ben Et maintenant, ça, il y en a toujours c'était un 3. cadeau de Roosevelt. Euh, Et il y en a toujours 3. et alors, voilà, il y avait toujours 3, mais Staline n'était pas content. Il dit, mais attendez, moi j'ai aussi le Kazakhstan. Là, genre, ah ben, dans ce cas-là, Roosevelt lui a dit, moi j'ai 50 États américains, je prends 50 sièges. Ça s'est arrêté là. Bon, alors expliquez-nous, vous arrivez, vous, en Russie, et vous allez vendre, vous allez rencontrer donc l'équipe autour de Gorbatchev. Vous vivez ce moment incroyable où l'Union soviétique, comment dire, s'évapore, non, s'effondre, se liquéfie, bon, disparaît. Se dissout. Oui. Et alors, vous êtes dans l'intimité donc des princes, et vous avez pour mission de vendre en quelque sorte le projet des 500 jours, de la réforme, et vous allez en quelque sorte essayer de mobiliser des investisseurs étrangers, des États étrangers, pour qu'ils soutiennent la transition. C'est ça. Hein? C'est ça, absolument. Bon, et ça n'a pas marché. Et ça ne pouvait pas marcher. Je suis désolé, ça aurait pu marcher si Gorbatchev avait continué. Vous le jugez sévèrement? Gorbatchev, Oui. ben, je le juge. J'ai un sentiment très fort en sa faveur. Mais je suis obligé de constater que c'est un homme qui a sacrifié sa gloire internationale à son statut à l'intérieur. C'est-à-dire que pendant qu'il paradait, vous savez comment a été lancé, qui était le coach de Gorbatchev Non. dans cette aventure incroyable? C'était Margaret Thatcher. Ah. Oui, ça vous l'expliquait effectivement Bon. qu'il Et était... Margaret Thatcher, Ils avaient passé une sorte de deal. ils ont passé un deal. Je n'envoie plus de valises aux mineurs en grève. Ce qui a permis à Margaret Thatcher d'affirmer son pouvoir. Voilà, et d'arrêter la grève des mineurs. Oui, qui Et elle lui a minait... dit, et je vous fais le roi du monde. Et elle est devenue son coach. Donc elle lui a fait des réunions avec tous les grands présidents. Et du jour au lendemain, Gorbatchev a été membre du club des grands de ce C'était monde. avant qu'existe Davos. Ouais, c'était ça. Et donc, ça lui a tourné tout la d'un coup, tête. il est entré dans ce club fermé. Extrêmement fermé, où Voilà. on se tutoie, où On est entre on soi. fait entre soi. Et où les peuples sont très très loin. Et les peuples, ah oui, les peuples, ça suit derrière. Nous sommes les rois du monde. Oui. Voilà. Et Elle lui a servi de go-between avec, Voilà. pour aller en bon français, avec Ronald Reagan. avec Reagan, avec les Allemands, avec tout le monde. D'accord. Bon. Et il s'est laissé emporter. Et moi, je lui ai dit à plusieurs reprises, faites attention, derrière vous, les Russes ne vous connaissent pas, je lui disais. Ah, ils le connaissent aujourd'hui, ils le détestent. Et aujourd'hui, ils le détestent. Est-ce que... Alors, on doit le respect aux morts, on doit la vérité aux vivants. Est-ce que... Un livre de Darius Rochebin, qui est journaliste sur une chaîne d'information et qui avait eu l'occasion de rencontrer Gorbatchev quand il vivait en exil en Suisse. Dernière conversation avec Gorbatchev. Bon, Gorbatchev, honni en Russie, unanimement honni. Je crois qu'il y a Unanimement personne. honni. On lui a fait un hommage minimum à sa mort. Vous en parlez. Mais c'est largement de sa faute. Vous racontez dans votre ouvrage, qui est extraordinairement savoureux. Il y a une série de tableaux donc sur comment vit, loin du peuple justement, la nomenclatura. La nomenclatura, donc le mot vient de l'annuaire téléphonique, ou du moins les gens qui avaient droit à une ligne téléphonique spéciale, directe, et ils vivent hors sol en fait. Ils vivent dans un univers parallèle. Mais c'est la résurrection du Tchin de l'ancien régime tsariste. C'est la cour Le en Tchin, fait. Oui. le Tchin, c'était l'annuaire de tous les gens qui étaient nobles ou qui allaient le devenir. Le nobiliaire. Le nobiliaire, et c'était là-dedans qu'on choisissait tous les fonctionnaires, qu'on choisissait les gens de responsabilité. C'était l'ancêtre de la nomenclatura, et ça avait été créé par Pierre le Grand. Est-ce que ça existe encore? Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, les oligarques sont tenus par le pouvoir, soumis et se transmettent à l'intérieur? Ou est-ce que c'est la foire d'empoigne
et chacun se débrouille comme il peut. Non, non, les oligarques sont tenus court. La laisse est courte. Ah oui, là, c'est court. Alors, il y en a quelques-uns qui ont échappé. Quelques-uns ont échappé, mais quand ils échappent, ils risquent de se faire assassiner. Il y en a quelques-uns qui ont été assassinés. Et non seulement eux, mais leur famille. Ah, Berezovsky n'a pas été assassiné, mais il est le héros involontaire de ce livre, hein, qui a eu le Grand Prix de l'Académie française, qui a été écrit par un conseiller donc, du Premier ministre italien, Giuliano d'Ampoli, qui s'appelle Le Mage du Kremlin, qui est absolument formidable. C'est l'autre livre à lire si on veut comprendre comment fonctionnent les Russes, hein. Le premier, Le naufrage de l'Union soviétique. Le deuxième, Le Mage du Kremlin. Et il raconte Khodorkovsky, il raconte Berezovsky, de l'intérieur, ascension, chute. Et ils n'ont pas compris qui était Poutine, ni l'un ni l'autre, hein. Ils n'ont Poutine, pas compris. vous l'avez vu venir ou pas? Moi, je ne l'ai pas vu venir. Non, non, je l'avais rencontré, je le connaissais quand il était à Saint-Pétersbourg, au bureau du maire, et qui voulait créer l'association internationale pour la résurrection de Saint-Pétersbourg. Il m'avait demandé d'y participer, puisque moi, je m'occupais de la promotion de la perestroïka économique à l'extérieur. Donc, on parlait de moi, et il m'a dit, bah, écoutez, il nous faut des étrangers dans ce club. Donc, et je lui ai demandé qui il y avait là-dedans. Il m'a dit, bah, j'ai Léontiev. Pour moi, Léontiev, c'était un dieu. C'est un des tout premiers prix Nobel d'économie. Il avait inventé ce qu'on appelait les matrices de Léontiev, qui sont encore un classique en matière d'économétrie. Il vivait aux États-Unis. Et quand j'ai vu que Léontiev avait adhéré, j'ai pas cru. Je lui ai dit, écoutez, monsieur... Il s'appelait, à l'époque, sa carte de visite portait son nom, c'était Putin. Monsieur Putin. Ouais. Et j'ai dit, monsieur Putin... On dit Vladimir Vladimirovitch, mieux, je crois. Vladimir Vladimirovitch Putin. Et je lui avais dit, bah, écoutez, moi, je veux bien vous croire, mais je vais en parler avec monsieur Léontiev. Alors il m'a dit, bon, bah, écoutez, je lui demande de vous appeler, et puis vous en parlez. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Léontiev, au cours d'un de ses passages à Paris. Et il m'a dit, ah, monsieur Putin, il est pas mal du tout, il faut venir, l'association est intéressante. On n'est pas prix Nobel par hasard, on a du discernement. Vous rendez hommage aussi à un autre, le seul prix Nobel d'économie français. Mallet, oui. Allais. Maurice Allais. Maurice Allais, à qui vous rendez un hommage appuyé. Oui, parce qu'il s'est engagé à côté de Chataline sur mon intervention pour donner à ce plan des 500 jours une aura internationale. Sur Poutine, est-ce que vous voyez comment la suite pour vous des événements? Deux livres que je vous recommande. J'en profite, hein, je fais en même temps l'article. Le livre de Galia Kerman, qui est venu ici il y a quelques mois déjà, parler de la réalité du monde russe tel qu'elle le connaît, et le combat aussi. Donc c'est le livre noir de Vladimir Poutine chez Robert Laffont. Et puis ce livre qui est formidable, qui a été écrit qui a été fait par des auteurs du New York Times, qui est un livre très illustré, qui raconte, même si le dessin paraît un peu destiné aux enfants, eh bien en fait non, pas du tout. C'est un livre qui est très complet, très intelligent, tout à fait remarquable. Oui, je vous interrogeais donc sur Poutine. Comment est-ce que vous voyez la suite quand on est au sommet de la pyramide, quand on est le tsar, hein, et qu'on n'a même plus de conseils et de comptes à rendre à personne, et que l'on vit une telle déroute militaire après avoir fait un caprice en mettant la main sur l'Ukraine? Qu'est-ce qui se passe d'après vous? Vous n'avez pas vu venir la guerre. Est-ce que vous pouvez essayer de prophétiser la suite? Écoutez, au point psychologique où en est cet homme, je crois qu'il n'arrêtera pas. Il ne peut pas arrêter. Donc, il faudra qu'on l'arrête. Donc on reste sur une guerre longue, oui, froide, conflit gelé. Ouais. Et il va massacrer, enfin, il va détruire, il va terminer la destruction de l'Ukraine. Son objectif aujourd'hui, moi je le comprends bien, tel que en fonction de ses discours et de ses... Bon, c'est de faire de l'Ukraine une terre déserte, de chasser
Par conséquent, tous Mais les il y a 40 millions Ukrainiens, d'habitants, comment vous faites? mais il en reste que 30 maintenant, parce qu'il y en a déjà 10 qui sont partis. Ils vont revenir. Non, mais ils vont revenir. Sauf qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien à bouffer. Si vous avez une femme et des enfants, qu'est-ce que vous faites? Vous ne revenez pas. Bon. Il va s'arranger pour chasser le maximum d'Ukrainiens. Et puis ensuite, il va faire venir des Russes pour s'installer, des nouveaux colons. Et Et vous, là, vous parlez et du un beau Donbass. jour... Ah non, non, je parle de toute l'Ukraine. Ah, je parle de toute l'Ukraine. Et un beau jour, dans 10, dans 20 ans, il dira, mais, l'Ukraine et les Russes, et puis il n'y aura que des Russes. Puis ce sera fini, ah, bon, on arrête de se battre, et puis voilà. Ah, Et ça prendra 10 ou 15 ans. C'est une vision qui est tout à fait originale, hein, et très Non, pessimiste. parce que c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque tsariste, c'est comme ça que ça fonctionnait chez Staline. Enfin, écoutez, regardez l'histoire de l'Ukraine, hein, en petit. L'Ukraine, c'est une petite entité, mais géographiquement, c'est bien cerné. L'Ukraine, d'où elle vient? L'Ukraine, il ne faut pas oublier que c'était l'Empire ottoman, c'était Constantinople. Bon. Et quand la grande Catherine a voulu conquérir Constantinople, attendez voir, elle a commencé par l'Ukraine et puis la région d'Odessa qu'on a appelée la Nouvelle-Russie. Vers la mer Noire, donc. Voilà. Voilà, la conquête des mers. Ensuite, elle est descendue et puis elle a été arrêtée par les Turcs. Mais son objectif, c'était de prendre Constantinople, qu'on avait déjà rebaptisé Tsargrad, tenez-vous bien, Tsargrad. et de transférer la capitale de l'Empire russe à Constantinople. Pourquoi? Pour reconstituer l'Empire byzantin. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas compris la Russie. La véritable ambition de la Russie, sortir de ses murs, aller au-delà de son Voilà, mur. et de la mer. Crimée, c'est la même chose. Christian Megrelis, le naufrage de l'Union soviétique, chose vue, c'est formidable, ça se lit, mais vraiment comme un voyage, comme un carnet de voyage. C'est une page d'histoire et c'est aussi une leçon de choses et une leçon de vie. Merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure.